Haru est un raté solitaire, considéré comme le chasseur de monstres le plus inutile de son académie. Mais tout a changé quand il a été infecté par un virus lui donnant des pouvoirs surpuissants qu'il utilise pour chasser les monstres le jour et les baddies la nuit. Il y a 10 ans, des terroristes ont bombardé un centre de santé, libérant un virus instable dans la population. Apparemment, le virus n'affectait que le cerveau, forçant des millions de gens à percevoir des êtres nommés Phantoms, des créatures surnaturelles du plan métaphysique. Depuis, certains enfants manifestent des pouvoirs capables de combattre les fantômes dangereux, tandis que les inoffensifs coexistent en paix avec les humains. Quelques années passent et Haru fait partie d'un club spécialisé dans la chasse aux Phantoms. Un matin, il est réveillé par sa pote fantôme, Ruru, qui lui rappelle qu'il a une mission à accomplir à l'académie. Aussitôt, Haru s'habille comme Flash et fonce dehors pour attraper le premier train. Plus tard, il arrive à l'académie et rejoint sa partenaire, Mai, pour combattre un fantôme dangereux. Ici, Mai mène l'offensive pour donner à Haru le temps d'utiliser son pouvoir unique, qui lui permet de dessiner les Phantoms pour les sceller. Bien qu'ils réussissent à sceller le fantôme, leurs camarades les traitent d'inutiles, car ils perdent souvent face aux plus forts, ce qui agace Mai. Plus tard, Haru et Mai voient leur instructrice, Himeno, et réalisent qu'ils ne seront pas payés car ils ont détruit des biens de l'académie pendant le combat. Cela énerve Mai car elle comptait sur cette récompense pour finir le mois. Elle suggère alors à Haru de recruter plus de monde dans leur équipe pour mieux réussir leur mission. Après les cours, Haru rentre chez lui et remarque une jolie fille nommée Reina entourée de fantômes dangereux. Alors qu'il tente de la sauver, sa bouche s'agrandit de 15 cm et elle avale tous les fantômes d'un coup, laissant Haru sous le choc. Il court vers elle et commence à vanter ses pouvoirs, souhaitant que sa saucisse soit un fantôme pour qu'elle l'avale. Ruru lui remet les idées en place, alors il se reprend et supplie Reina de rejoindre son club de chasse, mais elle refuse. En partant, elle perd l'équilibre et glisse dans les escaliers. Haru tente de la rattraper, mais elle lui tombe dessus et le gifle, pensant qu'il regardait sous sa jupe. Le lendemain, Haru retrouve Reina à l'académie et promet de lui offrir le déjeuner pour la faire changer d'avis. À la cafétéria, Reina dévore une quantité énorme de pâtes et se réjouit car elle ne peut pas s'offrir de tels repas. Haru lui dit qu'elle peut être payée en travaillant pour le club. Reina accepte donc et rejoint Mai pour une mission. Peu après, elles arrivent dans un champ où des fantômes en forme de tambour jouent de la musique et dansent. Reina se demande pourquoi les sceller puisqu'ils semblent inoffensifs, mais Mai explique qu'ils causent des interférences radiogénantes. Elle attaque alors les Phantoms mais se fait repousser facilement car ils sont équipés de câbles électriques. Haru révèle alors que ces fantômes sont des esprits d'objets, abandonnés par les humains qui jouaient avec eux. Il ajoute qu'ils dansent pour exprimer leur chagrin et que le seul moyen de s'en débarrasser est de danser avec eux. Haru, Reina et Mai rejoignent la danse et réussissent le premier tour, qui consiste à danser sous un câble électrique. Haru et les filles dansent encore car les Phantoms ne sont pas satisfaits de leurs mouvements. Au tour suivant, Reina est éliminée par la fatigue, tandis qu'Haru touche le câble par erreur et s'électrocute, laissant leur sort entre les mains de Mai. Au tour d'après, le câble est bien plus bas et Mai a peur de danser dessous car sa poitrine imposante la gêne. Réagissant vite, elle les fait rebondir pour que les lois de la physique lui permettent de passer sous le câble sans finir en cendres. Après une tentative risquée, Mai réussit sa danse, les fantômes sont donc ravis et acceptent d'être scellés. Cependant, Haru ayant oublié son carnet, Reina se propose pour sceller les Phantoms en les avalant d'un coup. Le lendemain à l'école, Reina va voir Haru pour discuter de leur mission de la veille. Elle l'interroge sur sa relation avec Ruru, mais celle-ci l'interrompt pour râler sur l'origine de son nom, alors Haru l'écrase contre le mur comme un moustique avant de dire à Reina que Ruru est juste un parasite dont il ne peut se débarrasser. À ce moment, une nouvelle élève nommée Minase passe par là, Haru et Reina l'arrêtent pour la saluer, mais Minase les ignore royalement. En regardant Minase partir, Haru se rappelle que Himeno lui a dit qu'elle possédait de grands pouvoirs, mais préférait rester solitaire. Plus tard, Himeno informe Haru et les filles que des robots de sécurité devenus des Phantoms causent des problèmes dans un site abandonné, et elle aimerait qu'ils s'en occupent. Elle ajoute que Minase y est déjà, mais elle veut qu'il l'aide pour qu'elle comprenne enfin le pouvoir du travail d'équipe. Pendant ce temps, Minase arrive au site et, voyant les robots approcher, elle récite ses sorts avant de les chanter pour lancer des flammes et les détruire. Hélas, son sort ne fonctionne pas sur eux et les robots passent en mode élimination pour l'attaquer. Alors qu'elle pense que tout est perdu, Mai surgit soudain pour attaquer les robots, tandis qu'Haru guide Minase jusqu'à eux. Minase demande aussitôt pourquoi ils interfèrent, pour finalement apprendre que c'est Himeno qui les a envoyés.
D'autres robots approchent, et Haru comprend que ce sont des multiplicateurs, et qu'il faut détruire le robot principal pour éliminer les autres. Minaz tente son sort sur le robot principal, mais ça échoue encore. Alors Ruru demande la raison à Haru, le Wikipédia vivant du groupe. Haru répond que les robots émettent sûrement un signal inversé pour annuler la voix de Minaz, rendant ses sorts inefficaces. Il dit alors à Mei de détruire le haut-parleur du robot principal, ce qu'elle fait aussitôt d'un coup de poing puissant. Grâce à ça, Minaz relance son sort, et tous les robots multipliés finissent grillés. Reina avale les restes des robots, tandis que Mei lance un sort de feu pour faire fondre le robot principal. Peu après, Haru annonce à Mei qu'il a terminé le croquis du robot. Elle s'écarte alors pour lui laisser la place de le sceller dans son carnet. Une fois terminé, Mei se présente à Minaz. Minaz loue ses talents et ceux de Reina, mais ignore Haru, qui est furieux de ne pas avoir reçu de compliments. Ruru fouille le site en espérant trouver un truc à vendre sur eBay, mais elle tombe sur une console et devient obsédée. Pendant ce temps, Reina se plaint de son uniforme sale, car ses parents sont stricts. Haru propose donc de l'emmener chez lui pour mettre de vieux vêtements de sa mère. Chez Haru, les filles découvrent qu'il est passionné par plein de trucs de geek. Ruru se vante aussi de la console de jeu trouvée au centre, mais Haru pense que c'est mal car ça fait d'elle une voleuse. Ruru répond que le centre était abandonné, alors Haru prend la console de jeu pour l'examiner de plus près. Voyant des chiffres s'afficher, Haru se demande si c'est un code d'erreur et tente de la réinitialiser, mais l'écran s'éteint, il décide donc de la charger. Peu après, Haru dit au revoir à Reina, Mei et Ruru avant de retourner à sa bibliothèque pour faire des recherches sur la console sur internet. Le lendemain matin, à l'école, Haru dit aux filles qu'il ignore toujours comment la console fonctionne tout en se concentrant sur ses croquis. Curieuse, Mei lui demande ce qu'il dessine, et il montre un démon nommé Marcosias sur lequel il travaille depuis un moment pour parfaire ses dons d'invocation. Il ajoute aussi qu'il aura besoin du démon pour l'aider face aux dangereux fantômes, et même si Ruru, jalouse, pense qu'il peut compter sur elle, Haru lui rappelle qu'elle n'est qu'une peste inutile à ses yeux. Peu après, Himeno arrive pour leur confier une mission, éliminer un fantôme dans un dortoir de filles, et le cerveau puceau de Haru surchauffe direct. Arrivés au dortoir, les occupantes se plaignent d'un objet volant qui les prend en photo en secret lorsqu'elles se changent. Haru comprend vite qu'elles décrivent un fantôme voyeur. Mais en entrant dans la chambre, la déco lui fait se demander s'ils ont voyagé dans le monde de Barbie. Ils attendent ensuite le fantôme voyeur et après des heures, Reina suggère qu'elle se change. Ça pourrait peut-être attirer le fantôme. Mei est d'accord et elle vire Haru de la pièce avant de se changer. Haru décide alors de continuer son dessin avant d'entendre que le fantôme est arrivé. Il se précipite pour aider mais Mei le jette par la fenêtre car elles ne sont pas encore habillées. Vaincu, il retourne devant la porte en attendant qu'elle demande sa présence. Quand il entre enfin, il réalise que le fantôme est dur à capturer et il finit par erreur sous la jambe de Reina en essayant de l'attraper. Reina le jette aussitôt par la fenêtre par réflexe et quand il revient, elle s'excuse avant de voir qu'il s'est blessé au doigt. Haru utilise le sang de son doigt pour invoquer Marcosias car l'invocation de démon nécessite du sang. Au lieu d'un puissant dragon, il est choqué de voir que son croquis n'a invoqué qu'un petit chiot tout mignon. Mais lui ordonne de faire avec ce qu'il a avant d'être distraite par le fantôme qui la prend en photo. Agacée, elle frappe le fantôme avec un bâton, le faisant tomber sur Marcosias qui se reposait. Marcosias poursuit alors le fantôme pour avoir troublé son repos jusqu'à l'attraper et Reina en profite pour l'avaler. Le lendemain, Haru et Reina se dépêchent de rejoindre Mei pour partir ensemble sur une nouvelle mission. Reina précise aussi qu'elle a croisé Haru par hasard pour éviter toute rumeur de couple avec un type comme lui. Tout en marchant, Mei commence à parler de son passé après avoir vu des jeunes passer. Elle confie qu'elle était très calme et timide, mais Haru ne la croit pas et elle le plaque au sol, furieuse qu'il pense qu'elle ment. Un peu plus tard, Reina leur donne les détails sur le fantôme dont ils vont devoir s'occuper. Apparemment, les fantômes empêchent les gens de traverser le pont de la ville et les provoquent en duel. Arrivée au pont, Mei explique que l'endroit lui semble familier avant qu'un fantôme ne l'interrompe. Mei défie aussitôt le fantôme en duel, mais un autre surgit et lui dit que leur but était de l'invoquer. Mei répond qu'elle n'a aucune idée de quoi il parle, mais que s'ils veulent goûter à ses points, ils n'ont qu'à approcher. Les fantômes attaquent alors Mei, tandis que Haru et Reina regardent la scène comme de simples spectateurs. Pendant ce temps, ils projettent Mei dans la direction opposée, ce qui l'affaiblit considérablement. Voyant cela, Haru défend Mei en invoquant rapidement Marcosias pour distraire les fantômes. Il se précipite ensuite vers Mei vaincue et voyant sa faiblesse, il s'enfuit avec elle, ce qui pousse les fantômes à réclamer une revanche si elle veut vraiment mourir.
Le lendemain, Mei insulte les fantômes avec colère, et quand les autres notent qu'ils la cherchèrent spécifiquement, elle répond qu'ils ont dû entendre parler de sa force. Elle suggère alors de trouver un moyen de se défendre, mais les autres soulignent qu'il leur faudra quelqu'un d'aussi fort qu'elle pour les affronter, alors ils réfléchissent à une solution. Quelques minutes plus tard, Mei les réunit pour une séance rapide d'arts martiaux et commence à les entraîner. Après l'entraînement, Mai leur dit que Haru est nul au combat alors que Reina est un peu meilleure, mais elle hésite à mettre Reina en danger. Mais décide alors de continuer à entraîner Haru jusqu'à ce qu'il s'améliore, mais cela donne à Reina l'impression d'être de trop. Haru choisit vite un raccourci et suggère de copier les souvenirs de Mai dans sa propre mémoire afin de pouvoir utiliser ses compétences en arts martiaux. Il explique qu'une théorie affirme que la mémoire humaine n'est pas dans le cerveau mais dans le subconscient, un peu comme un stockage de données sur le cloud. Ce stockage permettrait alors de copier la mémoire d'une personne dans celle d'une autre. Cependant, Mai pense que Haru est juste un gros paresseux qui cherche des excuses, alors il se défend en expliquant la popularité de cette théorie dans les années 80 jusqu'à ce que Himeno intervienne. Himeno suggère que puisque Haru peut invoquer des fantômes, il peut accéder au serveur métaphysique des souvenirs humains et copier celui de Mai. Ils demandent alors à Himeno comment accéder au métaphysique, et elle leur dit qu'elle a une idée, ce qui les laisse perplexes. Le lendemain, Haru et Mai sont forcés de jouer au parc sous l'œil de Himeno et Reina, car Himeno pense que des souvenirs joyeux faciliteront le transfert de mémoire. Une fois terminé, ils retournent tous vers le pont. Mais s'arrête soudainement pour leur dire qu'elle s'est souvenue pourquoi cet endroit lui semblait si familier. Apparemment, elle y est passée lors d'une sortie en maternelle, et comme elle était timide, elle jouait toute seule. En jouant, deux jeunes qu'elle n'avait jamais vus l'ont approchée pour jouer avec elle, et elle les a rejoints. Maintenant qu'elle s'en souvient, elle réalise qu'elle n'a même pas demandé leur nom et se demande où ils peuvent être. À ce moment, les deux fantômes réapparaissent, et alors qu'elle se met en garde, Haru lui rappelle qu'il n'a pas encore copié sa mémoire avant d'être entraîné dans le combat. Alors que le combat s'intensifie, Haru s'enfuit pour sauver sa peau, ce qui distrait Mei et permet à l'un des fantômes de la frapper. Haru se précipite pour la rattraper avant qu'elle ne tombe, mais leurs têtes se cognent dans le processus. L'impact les envoie tous deux dans le métaphysique, et Haru dit à Mai de penser à son entraînement pour qu'il puisse commencer la copie. Et elle s'exécute. Pendant ce temps, Haru tombe sur le souvenir de Mai des deux jeunes lors de son voyage, ce qui le surprend. De retour dans leur monde, Haru dit à Mai que les fantômes à ses trousses sont les jeunes de son voyage, ce qui la laisse sans voix. Les fantômes n'en reviennent pas qu'elle les ait oubliés, alors ils lui montrent eux-mêmes le souvenir. Il s'avère qu'elle les brutalisait quand ils étaient petits, ce qui la laisse totalement stupéfaite. Les fantômes lui disent alors qu'ils la cherchent depuis ce jour pour se venger, mais elle reste très confuse. Haru explique qu'elle a sûrement modifié ses souvenirs pour se rassurer, et cela la laisse sans voix. Les fantômes la défient bientôt en duel, et elle accepte. Ruru dit vite à Haru de rejoindre Mai, tout comme Himeno qui l'encourage aussi à y aller. Sur ce, il fonce vers les fantômes et s'envole quand il tente de le frapper, surprenant tout le monde. Gonflé à bloc, il dit à Mai de rester en retrait et se rue sur les fantômes. Mais ils esquivent tous ses coups jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et tombent comme une loque. Les fantômes foncent sur Mai tandis qu'Himeno conseille à Haru d'utiliser les pouvoirs de Mai qu'il a copiés. Il se lève alors et lance les sorts de Mai pour attaquer les fantômes. L'effet distrait les fantômes, permettant à Haru et Mai de s'allier et de lancer des sorts ensemble pour les vaincre. Après le combat, Mai aide les fantômes vaincus et ils promettent de revenir la défier avant de disparaître. Une fois les fantômes partis, Reina et Himeno la félicitent et elle tapote la tête de Haru pour son aide. Le lendemain soir, Haru et les filles mangent au restaurant grâce au bon à volonté reçu pour avoir vaincu les fantômes. Après que Reina a fini son 1000e plat, Ruru se demande où va toute cette nourriture vu sa taille, mais Reina l'ignore. Plus tard, Reina s'excuse d'avoir trop mangé, mais les autres la rassurent car elle l'a mérité, ce qui la soulage. Ensuite, les autres lui disent au revoir et elle se rend à l'arrêt pour attendre son bus. Soudain, un motard surgit devant elle. Elle croit un instant reconnaître sa sœur disparue, mais elle se rend vite compte de son erreur. Peu après, un bus mystérieux s'arrête devant elle et elle y monte innocemment. Mais alors que le bus s'éloigne, Minaz le voit et comprend que c'est un bus fantôme. Quelques heures plus tard, Reina se retrouve devant chez elle et se demande comment elle est arrivée là. Le lendemain à l'école, après avoir raconté son étrange aventure, Ruru lui dit qu'elle a pu être envoûtée. Minaz confirme aussi que le bus dans lequel Reina est montée hier était un fantôme. Toute la bande rejoint donc Reina à l'arrêt de bus après les cours pour voir le fantôme.
Pendant qu'elles attendent, Mai reproche à Minaz de ne pas avoir aidé Reina hier, mais celle-ci rétorque que Reina sait très bien se défendre grâce à ses pouvoirs. Avant que Mai ne réponde, le bus surgit et Reina y monte rapidement. Haru tente de l'arrêter en la suivant, mais les portes se ferment et le bus disparaît, ce qui affole Mai. Minaz lui dit de se calmer, l'assurant qu'ils vont finir par revenir. Mais si Reina continue de monter dans ce bus, il y a de fortes chances qu'elle ne revienne jamais. Peu après, le bus dépose Haru et Reina devant une étrange maison. Alors que Haru regarde autour de lui, se demandant où ils sont, Reina, envoûtée, se précipite dans l'étrange maison, laissant Haru stupéfait. À l'intérieur, Reina s'installe pour déjeuner avec ses parents à tête de cochon, qui lui demandent si sa journée d'école s'est bien passée. Alors que Reina leur raconte tout sur son club de fantômes, Haru, qui les observait, entre brusquement pour lui demander si elle a perdu la tête pour traîner avec des fantômes. Reina l'appelle simplement grand frère et les parents cochons s'empressent de l'accueillir alors qu'ils fixent leur petite taille avec choc. Après les salutations, ils lui servent son repas et il y goûte par courtoisie pour se retrouver immédiatement envoûté lui aussi. Le lendemain matin, ils disent au revoir aux parents cochons alors qu'ils partent pour l'école dans le bus mystérieux. À l'intérieur du bus, Haru reprend soudainement ses esprits et se demande ce qui se passe. Il appelle alors Reina, toujours envoûtée, pour qu'elle se réveille, mais ils se retrouvent tous les deux devant sa maison. Reina reprend conscience et Haru lui montre l'heure pour révéler qu'aucun temps n'a passé depuis qu'ils ont pris le bus à l'école. À ce moment, le père de Reina l'appelle via l'interphone pour s'informer sur Haru et elle répond vite que c'est juste un camarade qui l'a raccompagné. Elle dit ensuite adieu à Haru et se précipite à l'intérieur avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Le lendemain à l'école, Minaz leur apprend que le fantôme en question hypnotise les humains et les emmène dans son propre monde. Inquiète, Mai demande à Reina pourquoi elle est possédée. Alors elle explique que ses parents n'aiment pas qu'elle soit une dévoreuse de fantômes car ils les détestent. Elle ajoute aussi que sa sœur a quitté la maison car elle en avait assez de la position de ses parents sur les fantômes. Interrogée sur sa sœur, elle répond qu'elle ressemble à Mai et s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt. Haru pense que les fantômes profitent des sentiments de Reina, tandis que Minaz part s'occuper de certains fantômes seuls. Après les cours, ils se rassemblent tous à l'arrêt de bus pour attendre l'arrivée du bus mystérieux. Quand il arrive, Haru sort vite son carnet pour dessiner le bus, mais il finit par se faire envoûter pendant le processus. En voyant cela, Mai réalise que les fantômes ont toujours un effet sur lui. Alors, quand il entre avec Reina, Mai les rejoint pour voir si elle peut les sauver. Elle se retrouve alors dans un monde étrange et voit la maison bizarre. En entendant leur voix, elle conclut avec Ruru, qui l'accompagne, qu'ils ont dû être envoûtés et elle entre pour chercher ses amis. Au lieu de cela, Reina l'appelle sa sœur et ils se précipitent tous pour l'embrasser, pensant qu'elle est la sœur de Reina. Après cela, ils lui servent un repas et les parents cochons disent qu'ils ne seront plus jamais durs avec elle. En entendant cela, elle réalise qu'il joue les vrais sentiments de Reina, mais Ruru lui dit de ne pas se laisser faire. Ruru lui fait alors goûter le repas et dès qu'elle l'avale, elle devient immédiatement envoûtée. À cause de cela, elle finit par se fondre dans la famille. Peu après, Haru va aux toilettes et ce faisant, il réalise qu'il n'est plus du tout envoûté. Il appelle Reina aux toilettes et commence à l'ennuyer en disant que les toilettes sont des portails vers d'autres dimensions pour la réveiller. Il commence alors à la secouer pour qu'elle reprenne ses esprits, mais elle refuse de bouger. Alors, il l'enlace soudainement, ce qui la fait reprendre conscience et elle le jette aussitôt dans la cuvette des toilettes. Peu après, Reina regarde tristement les parents à tête de cochon parler à Mai ensorcelée, espérant que ses vrais parents soient ainsi avec sa sœur un jour. Elle se confie ensuite à Haru sur son sentiment d'appartenance à ce monde étrange car tout y semble si parfait. À ce moment, les parents à tête de cochon l'emmènent dans une dimension où elle doit choisir entre son ancien monde et rester dans celui-ci. En réponse, Reina s'avance vers eux, mais Haru court l'arrêter car une telle décision la bloquerait dans ce monde à jamais. Réalisant qu'il ne peut pas la rattraper, il révèle que sa propre mère l'a abandonné lui et son père, tout comme sa sœur l'a quitté. Malgré cela, il est resté avec son père car partir lui briserait le cœur, tout en espérant que sa mère revienne un jour. Il lui dit que si sa sœur revient et qu'elle est partie, sa sœur aura le cœur brisé. Il la supplie de ne pas perdre pied et de rentrer avec lui et en entendant cela, elle pleure amèrement en reculant d'un pas. Les parents à tête de cochon lui font leurs adieux et disparaissent alors qu'elle continue de pleurer toutes les larmes de son corps, désolée pour eux. Le lendemain, Reina s'excuse auprès des autres pour le stress causé par son problème et elle leur annonce qu'elle a parlé à ses parents de son implication dans le club car il était temps qu'ils sachent. La semaine suivante, Minaz part en mission pour arrêter un camion fantôme qui sème le chaos sur l'autoroute.
Une fois terminé, le chauffeur du camion la remercie pour son travail, et alors qu'il commence à expliquer comment le camion bloquait l'autoroute, Minaz s'excuse, car elle n'a pas de temps pour les bavardages. Elle a toujours aimé garder ses distances avec les autres depuis que son don est apparu il y a des années. Alors, quand elle surprend Shosuke raconter sa vie à Haru pendant le déjeuner, expliquant qu'elle était populaire avant de devenir soudainement distante, elle hausse les épaules, même si les garçons sont terrifiés. Après la pause déjeuner, elle retrouve Himeno pour sa prochaine mission. Elle apprend qu'elle doit éliminer un fantôme qui attaque les clapiers à lapins et les nichoirs de diverses écoles, car la leur pourrait être la prochaine. Quelques heures plus tard, Haru rentre chez lui avec Reina et Mai, quand il voit Minaz marcher seule, et il se demande ce qu'elle fabrique. Haru s'éclipse rapidement pour aller s'excuser auprès de Minaz, car il se sent toujours mal pour ce qui s'est passé au déjeuner. Peu après, Minaz surprend Kurumi, qui nourrissait des lapins au clapier de l'école, pour lui demander si c'est elle qui est de corvée de nourriture. Pile à ce moment, le fantôme apparaît, et voyant la taille de ce dragon à 3 têtes, Kurumi court vite se cacher. Une Minaz audacieuse lance son sort de chant sur le fantôme pour bloquer son attaque, laissant le fantôme sous le choc. Haru arrive et voit le fantôme, mais avant qu'il ne puisse agir, le fantôme fonce sur lui, alors Minaz le pousse pour éviter qu'il ne finisse grillé. Le fantôme en profite alors pour souffler du gaz sur Minaz, ce qui l'empêche de chanter à cause de la toxicité du gaz. Voyant cela, Kurumi invoque son ours en peluche nommé Albrecht pour aller sauver Minaz, et l'ourson se transforme en une peluche géante sous stéroïdes et envoie le fantôme valser dans l'atmosphère. Mais arrive soudainement pour porter le coup de pied final au fantôme et celui-ci disparaît. Après cela, Haru se précipite vers Minaz pour voir si elle va bien, mais elle se contente de tousser tandis que Kurumi soupire de soulagement. Peu après, Reina soigne Minaz à l'infirmerie et Haru remercie Kurumi pour son aide précieuse tout à l'heure. Kurumi en profite pour se présenter comme leur cadette et montre son ours en peluche à Haru. Alors qu'ils discutent, Minaz les interrompt soudain pour annoncer qu'elle vaincra le fantôme elle-même. Mais dit à Minaz de ne pas être ridicule car elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs et lui suggère de se reposer. Mais Minaz assure que sa voix reviendra et qu'elle doit arrêter de jouer les mamans. Agacée, Mai rétorque qu'elle n'a pas le droit de lui parler ainsi, et alors que la dispute continue, Himeno intervient pour suggérer une course afin de déterminer qui vaincra le fantôme. Mai haïm l'idée, mais Minaz serre les poings de colère car elle n'apprécie pas que Himeno s'en mêle. Alors, quand Himeno suggère à Minaz de se reposer, celle-ci sort furieuse. Haru leur dit alors qu'il va aider Minaz avant de partir. Reina pense que Haru est gentil avec Minaz car il se sent redevable envers elle, puisqu'elle a perdu sa voix en essayant de l'aider plus tôt. Cependant, Mai, déterminée à gagner la course pour affronter le fantôme, va voir Kurumi et lui demande de rejoindre son équipe comme réserviste, laissant Kurumi totalement stupéfaite. Pendant ce temps, Minaz dit à Haru, qui la suit comme un petit chien, d'aller faire quelque chose d'utile, mais il refuse. Lorsqu'elle commence à tousser, Haru s'approche pour voir si elle va bien, mais elle affirme qu'elle vaincra le fantôme quoi qu'il arrive. Curieux, Haru demande si elle a un compte à régler avec ce fantôme, mais elle l'ignore et continue de marcher. Pourtant, il continue de la suivre alors qu'elle inspecte tous les nichoirs du coin à la recherche du fantôme jusqu'au soir où il finit par se fatiguer. Le lendemain matin, Haru arrive chez Minaz pour prendre de ses nouvelles et l'escorter à l'école. En chemin, il croise Mai, Reina et Kurumi qui patrouillent, et Minaz et Mai se disputent violemment comme deux femelles alpha voulant montrer qui commande. Haru tente de calmer le jeu, mais Mai l'ignore car elle est toujours en colère qu'il ait choisi d'aider Minaz. Minaz continue de marcher et Haru se précipite après elle, tandis que Mai se plaint que Haru agit comme un puceau essayant de séduire une dure à cuire. Quelques minutes plus tard, Minaz trouve le fantôme et l'attaque, mais il bloque son coup, alors Haru sort son carnet et invoque Marcosias. Marcosias distrait le fantôme jusqu'à ce qu'il disparaisse de frustration. Haru se précipite alors vers Minaz, mais elle l'ignore et part chercher le fantôme, déterminée à en finir elle-même. Haru se demande pourquoi elle veut tant faire ses preuves avant de la suivre, pour voir qu'elle est déjà loin. Inquiet, il va voir Himeno qui l'informe que le pouvoir de Minaz a été déclenché par un fantôme qui attaquait des animaux dans son école maternelle. Bien qu'elle ait scellé le fantôme, ses camarades, son professeur et même ses parents ont pris peur d'elle. Ses parents l'ont finalement envoyée dans une agence de contrôle des fantômes, ce qui l'a poussée à se refermer sur elle-même. Himeno souligne que le fantôme qu'elle cherche ressemble sûrement à celui de son enfance, ce qui explique pourquoi elle veut tant le trouver. Peu après, Haru reçoit un appel de Ruru qui lui indique où se trouve Minaz. Pendant ce temps, Minaz affronte le fantôme, et alors qu'ils se battent, le fantôme libère son gaz sur elle et elle s'effondre sous son effet.
Le fantôme s'apprête à lancer son feu bleu pour l'achever, mais Markosias arrive soudain pour l'arrêter et le distraire. Haru en profite pour récupérer Minas juste avant que Mai et les autres n'arrivent. Kurumi invoque vite Albrecht pour gérer le fantôme pendant que Mai lance son sort pour lui porter le coup de grâce. Haru dessine vite le fantôme dans son carnet et s'en sert pour le sceller avant de courir voir comment va Minas. Reina suggère d'appeler une ambulance, mais Himeno l'incite à utiliser son don de guérison et Reina s'exécute. Une fois Reina finie, Haru montre à Minas que le fantôme est scellé, mais elle s'en va car elle est toute troublée. Mais remercie ensuite Kurumi pour son aide, promettant de faire appel à elle à l'avenir si le besoin s'en fait sentir. Le lendemain matin, Haru voit Minas l'attendre devant chez lui et elle le remercie de l'avoir aidé, ce qui le laisse pantois. Le lendemain matin, en allant à l'école, Kurumi repense aux mots de Mai, disant qu'il compterait sur elle en cas de besoin. Luttant sans cesse avec son identité, Kurumi se demande si elle pourra les aider à nouveau, car aller seule à l'école est déjà un défi. En fait, la seule raison pour laquelle elle va à l'école est qu'elle a promis à ses amis d'échanger des autocollants mignons. En chemin, elle arrive à un passage piéton rempli de flaques d'eau à cause de la pluie récente. Elle se convainc alors que si elle réussit à traverser la rue sans marcher dans la moindre flaque, elle sera capable d'aider à nouveau Haru et ses amis. En serrant très fort son ours Albrecht contre elle, elle se lance enfin, s'appliquant avec beaucoup de soin à éviter tous les points d'eau. Pendant ce temps, Haru, qui passait par là pour aller à l'école avec Ruru, l'aperçoit au milieu de la route. Il l'interpelle alors nonchalamment pour la saluer. Mais il ignorait que toute son interaction sociale du jour dépendait de ce petit pari qu'elle avait décidé de faire. En le voyant, Kurumi se trouble et perd l'équilibre. Mais alors qu'elle va tomber dans une grande flaque, Haru se précipite au milieu de la route pour la sauver. À sa grande surprise, l'inattendu se produit. Une lumière vive surgit de nulle part dès qu'il la touche. La flaque d'eau se transforme alors en portail, dans lequel ils finissent tous par tomber en un instant. Quelques secondes plus tard, Kurumi, Haru et Ruru se retrouvent dans un monde fantastique rempli de champignons géants. Peu après, des ours en peluche en armure arrivent, se présentant comme des chevaliers venus l'escorter vers le prince saumon. Selon eux, Kurumi est leur princesse disparue qui se serait enfuie après s'être fiancée à leur maître. Alors que les chevaliers tentent de l'emmener de force, Haru essaie de les arrêter mais réalise qu'il a oublié son carnet. Voyant son inutilité sans son carnet, il ne peut que regarder la princesse en détresse se faire enlever par les gardes. Juste au moment où tout espoir semble perdu, Albrecht surgit de nulle part et terrasse l'un des chevaliers. En le voyant, les autres chevaliers sont terrifiés, car il est connu pour être le plus fort chevalier de tout le pays. Ils sont alors tous forcés de battre en retraite, promettant de revenir pour régler leur compte. À leur départ, Albrecht s'excuse auprès de Kurumi, mais elle l'enlace, lui disant combien elle est heureuse de l'entendre parler. Albrecht les emmène ensuite dans sa cachette où il les met au courant de toute la situation. Il explique qu'un jour, le clan des Higumans a attaqué la forêt, tuant les parents de Kurumi, les souverains du pays. Et comme il n'était pas assez fort pour vaincre toute l'armée, il avait juré dès lors de protéger la princesse tout en cherchant un moyen de lui rendre son trône. Albrecht se tourne alors vers Haru et Ruru et les remercie d'avoir ramené la princesse disparue, ce qui les laisse perplexes. Peu après, quelques fidèles compagnons du royaume débarquent avec enthousiasme pour confirmer si leur princesse bien-aimée est vraiment de retour. Albrecht est alors forcé d'intervenir et de les faire sortir en expliquant que la princesse a besoin de repos. À leur départ, Kurumi tente d'expliquer qu'elle n'est pas une princesse, mais Albrecht finit par lui remettre un héritage familial qui, selon lui appartient. Ils sortent ensuite pour patrouiller dans les environs. Peu après son départ, Haru rassemble les pièces du puzzle et parvient à comprendre ce qui se passe. Il explique qu'après avoir subi une certaine pression dans le monde réel, Kurumi a dû créer ce monde imaginaire dans son esprit pour échapper à la réalité. Il explique aussi que puisqu'elle a créé ce monde, elle y détient probablement un pouvoir inimaginable. Mais ce qui lui semble encore étrange, c'est que les choses aient soudainement mal tourné, même dans son monde, alors il en déduit que c'est dû à des troubles psychologiques qu'elle traverse. Soudain, Albrecht fait irruption, annonçant qu'ils sont attaqués par le prince Salmon et toute son armée. Pendant ce temps, dans le monde réel, alors que Mai et Reina se demandent si une fille aussi jeune que Kurumi peut combattre des fantômes à leur côté, Minas les assure qu'elle est plus forte qu'il n'y paraît. De retour dans le monde imaginaire, Albrecht et les autres sont forcés de quitter leur cachette pour éviter la crise imminente. Pendant leur retraite, Albrecht dit à la princesse de s'enfuir, pendant qu'il reste pour combattre les forces qui avancent. Mais Kurumi s'y oppose. Soudain, une flèche des forces du prince Salmon touche Albrecht, le blessant au passage. Grâce à l'un des pièges à champignons qu'il avait posés, ils parviennent à emmener Albrecht dans une grotte où Kurumi soigne ses blessures.
Quelques minutes plus tard, ils sont à nouveau découverts par le prince Salmon, qui a mis au point une arme indestructible pour les vaincre et faire de Kurumi sa reine. Alors qu'ils s'approchent lentement, Albrecht tente d'ordonner à la princesse de fuir, mais elle refuse, affirmant que c'est à son tour de le protéger. S'accrochant à l'héritage familial, elle sort de la grotte pour affronter le danger qui approche. Le prince Salmon lui demande une dernière fois d'être sa reine, et elle l'éconduit comme votre premier amour vous a éconduit en 4e. Furieux, le prince décide de l'anéantir pour de bon. Mais alors qu'il s'approche, Kurumi sent une soudaine montée de puissance dans son corps et se transforme en une princesse surpuissante. Elle utilise ensuite l'héritage comme arme pour fumer les gâteaux royaux du prince en un instant. Voyant son humiliation, le prince Salmon rampe aux pieds de Kurumi comme un mauvais perdant et s'excuse avant de fuir. Soudain, tout redevient normal alors qu'il se retrouve dans le monde réel. Kurumi remarque aussi que la blessure d'Albrecht a disparu, ce qui la soulage totalement. Kurumi finit par suivre Haru à l'école où il retrouve le groupe qui annonce une nouvelle requête de fantômes. La comprenant mieux, Haru tente de couvrir Kurumi en disant qu'elle ne pourra pas venir, mais elle l'interrompt, disant qu'elle adorerait participer. Elle s'accroche ensuite à Albrecht alors que toute l'équipe part affronter le prochain mystère. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Haru se sent étrangement épuisé. Mais quand il en parle, Ruru met ça sur le compte de ses habitudes nocturnes, l'accusant de passer ses nuits à mater des modèles sur OnlyFans. Plus tard en classe, l'envie de dormir d'Haru devient écrasante et il ne résiste que grâce à Ruru qui lui tire les cheveux par intermittence. En regardant autour de lui, il est choqué de voir que tout le monde, même le professeur, s'est aussi endormi. Après les cours, il remarque que beaucoup d'élèves dorment dans des endroits insolites de l'école, ce qui l'intrigue. Pendant le déjeuner, il va à la cafétéria et a soudainement une envie irrésistible de poisson. Rejoignant les autres filles, ils mangent tous tour à tour autant de poissons que possible à la cafétéria. Pendant ce temps, Minaz, endormie ailleurs, ressent soudain une étrange sensation provenant d'un lieu lointain. À son réveil, elle décide de suivre cette sensation, mais ne trouve qu'un vieux bâtiment abandonné et apparemment scellé. Plus tard, en parlant aux autres, May révèle que c'est un bâtiment connu sous le nom de Manoir des Chats. Elle explique qu'il appartenait à une personne très gentille qui accueillait tous les chats errants du quartier. Maintenant que le propriétaire n'est plus là, les chats y vont toujours, mais n'y trouvent normalement personne. Elle explique qu'au fil des années, des élèves ont pris l'habitude de venir régulièrement s'occuper des chats errants. Mais suite à plusieurs signalements d'élèves gravement blessés, l'école a été contrainte de condamner l'accès au bâtiment. Peu après, Kurumi surgit et découvre, stupéfaite, le groupe dans des positions compromettantes dont il n'avait même pas conscience. Quoi qu'il en soit, elle décide d'expliquer sa venue. Apparemment, une de ses amies nommée Harina a perdu son chat, et malgré ses recherches, elle ne l'a toujours pas retrouvé. Kurumi est donc venue demander l'aide du groupe. Heureusement pour elle, Haru et les autres acceptent et créent des affiches pour le chat disparu. En posant les affiches, ils passent devant le rayon pour chats d'une supérette et, sans s'en rendre compte, deviennent fous de l'odeur des croquettes. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent que quelque chose ne va vraiment pas chez eux. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, Haru est stupéfait de voir que la plupart des élèves, dont son groupe, ont acquis des traits félins. Kurumi, quant à elle, a perdu la faculté de parler normalement et ne fait plus que marmonner. Alors qu'il s'interroge sur la cause, Minaz révèle qu'un fantôme doit être derrière tout ça. Elle conduit ensuite toute l'équipe au manoir des chats où elle pense que se trouve la source. En s'approchant du bâtiment, Kurumi entend un miaulement qu'elle est sûre être celui de Rudolf, le chat d'Harina. Le groupe confirme alors que le manoir est bien la source de leurs problèmes. En entrant dans le manoir, le groupe commence à chercher Rudolf, mais ne trouve que de vieux objets éparpillés. Après avoir fouillé toutes les pièces du rez-de-chaussée, le groupe décide de monter à l'étage pour continuer. Le même processus se répète alors qu'ils passent d'étage en étage sans rien trouver de concret. Le groupe commence à remarquer des schémas similaires à chaque étage et comprend qu'on se joue d'eux. Finalement, ce qui semblait être un bâtiment de 2 étages devient un château infini, forçant l'équipe à s'arrêter. Ils sont alors contraints d'entrer dans l'une des pièces pour se reposer. Dès qu'ils entrent, ils voient Rudolf, le chat perdu, sur une chaise, mais elle se referme sur lui et disparaît dans le mur. Le groupe réalise alors que le fantôme s'est moqué d'eux depuis le début. Ils tentent de quitter la pièce, mais s'aperçoivent que les portes sont bloquées. Ils envisagent aussi de sauter par la fenêtre, mais changent d'avis en voyant la hauteur. Soudain, un chat géant apparaît au-dessus d'eux et manipule le bâtiment pour les attaquer. Minaz et Mia commencent leurs incantations, mais Haru les arrête car cela pourrait faire s'écrouler le bâtiment sur eux. Le fantôme invoque alors un château de chats au milieu de la pièce et les invite à entrer.
L'équipe est sceptique, mais Kurumi y va sans hésiter, alors ils sont obligés de la suivre. Un instant, ils se retrouvent dans un étroit chemin d'herbe, rampant vers une lumière, mais tout disparaît et ils tombent. Ils voient ensuite le chat géant porter tout le bâtiment près d'un groupe de lycéennes. En voyant les filles, Haru les reconnaît grâce aux vieilles photos trouvées plus tôt dans le bâtiment. Il comprend alors que le chat ne voulait pas de mal, et essayait simplement de protéger ses souvenirs. Sans hésiter, Reina et Kurumi s'approchent du chat et reconnaissent en sa douleur. Elles demandent ensuite Rudolf, et à leur surprise, le chat le leur rend volontiers. Enthousiastes, elles serrent toutes les deux le chat dans leurs bras. L'instant d'après, tout le groupe se retrouve dans le manoir, leurs traits félins ayant disparu. Plus tard, ils décident de nettoyer le bâtiment de fond en comble pour le rendre plus vivant. Pour les remercier d'avoir retrouvé son chat, Reina se joint à eux pour le nettoyage. Même Mademoiselle Himeno les accompagne, veillant à ce que le bâtiment soit le plus propre possible. En nettoyant, la professeure révèle que l'école les a autorisés à utiliser le bâtiment comme ils le souhaitent. Ils décident d'en faire un salon de thé où les élèves de l'école pourront venir quand ils le voudront. Un matin en classe, il se met soudain à faire très chaud et tout le monde commence à transpirer. Soudain, Ruru fait irruption pour nous annoncer qu'une source chaude, remplie de singes fantômes, vient de surgir juste à côté du bâtiment de l'école. Alors qu'ils hésitent tous longuement devant la situation, Shosuke, un jeune élève du secondaire, finit par en avoir assez. Il se déshabille rapidement et saute courageusement à l'eau, mais il se fait aussitôt éjecter par une force invisible. Reina demande alors à Haru s'il peut le sceller, mais il lui explique qu'il doit impérativement voir tout son corps pour pouvoir le dessiner, ce qui est malheureusement impossible dans ces conditions précises. Il suggère que Reina l'aspire, mais elle explique que le fantôme doit d'abord être affaibli pour cela. À cause de la canicule intense, la direction de l'école annonce que si rien n'est fait, la plupart des cours auront lieu pendant les vacances d'été. Voyant à quel point ce serait gênant, les élèves décident de prendre les choses en main. D'abord, un élève avec un puissant familier fantôme tente d'attaquer le boss, mais son familier se fait humilier instantanément. Ensuite, un autre élève doté d'une capacité impressionnante invoque des milliers de lames du ciel sur la source, mais le singe les encaisse toutes, transformant ça en spectacle de cirque en jonglant avec les lames pour le style. Puis, Shosuke, miraculeusement revenu de sa dernière aventure, prépare une énorme boule de feu pour détruire le singe, mais finit par être envoyé dans une autre expédition. Après qu'une série interminable d'élèves se soit fait fumer par le fantôme, une équipe puissante, les Beach Angels, arrive en espérant changer la donne. Comme ils ont tous des affinités avec l'eau et un bon esprit d'équipe, ils prennent le dessus un court instant avant de se faire ramasser en beauté. Après les avoir écrasés au combat, le boss fantôme s'en prend ensuite aux pauvres élèves, ce qui traumatise tous les autres. Peu après, Mei décide de tenter sa chance contre les fantômes. Dès qu'elle sort, les fantômes sont complètement hypnotisés par sa beauté éclatante. Sachant qu'entrer dans le domaine du fantôme leur donnerait l'avantage, Mei tente d'éviter l'eau en s'approchant, mais elle est si concentrée qu'elle ne voit pas un singe glisser une peau de banane sous son pied. Elle perd alors l'équilibre et finit par tomber dans l'eau. Résultat, toute son énergie est drainée, et comme si ça ne suffisait pas, le singe continue de s'en prendre à elle sous les yeux désespérés des autres. Haru tente d'aider en invoquant Marcosias, mais le cabot finit par le décevoir à cause de sa peur de l'eau. De même, Kurumi essaie d'aider en envoyant Albrecht dans la source, mais il finit tout trempé après avoir absorbé trop d'eau. Quand Minaz tente son attaque, l'eau protège complètement les singes. Elle finit ensuite par s'évanouir à cause de la chaleur excessive. Plus tard, en réfléchissant, Haru et ses amis concluent que pour avoir une chance contre le fantôme, ils doivent l'approcher en douce avant qu'il ne les voie. La meilleure idée qu'ils trouvent est de déguiser Haru et Mai en cheval. Au début, leur plan semble fonctionner alors qu'ils arrivent à mi-chemin de la source, mais les choses dérapent quand les petits singes commencent soudain à grimper sur eux. Leur couverture finit alors par être découverte. Reconnaissant Mei comme la plus belle de tout à l'heure, le fantôme s'en prend encore à elle pendant qu'Haru la met à l'abri. Voyant que l'approche discrète est impossible, l'équipe décide de l'attirer dehors pour que Haru puisse dessiner son corps entier. D'abord, Reina sort en maillot de bain, essayant d'appâter le singe pervers. Pendant 1 minute, tout semble bien se passer, mais juste au moment où le singe va sortir de l'eau, il perd tout intérêt et fait demi-tour. Ensuite, Kurumi tente d'utiliser l'arme de son monde imaginaire pour abattre le fantôme, mais finit seulement par être traumatisé par la créature. Minaz essaie également d'attirer la créature, mais ça ne finit pas bien pour elle non plus. À court d'idées, Haru se souvient soudain que les guenons ont normalement les joues rouges lorsqu'elles sont en chaleur. Comme Mei est la seule pour qui le fantôme a montré de l'intérêt, il la persuade de l'aider dans son plan. Mais, encore traumatisé par ses précédentes rencontres avec le fantôme, refuse catégoriquement. Mais Haru la rassure, sa mission est juste d'attirer le singe, et il le scellera avant qu'il ne puisse l'agresser à nouveau.
Elle accepte alors à contre-cœur d'aider pour le plan. Comme convenu, Haru lui peint les joues en rouge et l'emmène dehors pour attirer le singe. Dès que le singe voit ses joues, il devient fou et sort de la source pour la première fois juste pour l'attraper. Pendant ce temps, Mai finit par trébucher sur un pot de peinture, ce qui salit le carnet de Haru, ruinant tout le plan. Désespéré de tenir sa promesse envers Mai, il décide d'utiliser son atout, qu'il gardait pour le moment idéal. À la surprise générale, Haru, le faible héros, utilise une technique spéciale appelée le doigt d'Abermelin et invoque Cthulhu, une pieuvre puissante descendue sur Terre il y a des siècles. Cthulhu n'a alors aucun mal à balayer le fantôme. Grâce à cela, le groupe peut le capturer. Alors qu'il tente d'en finir, il remarque que le boss fantôme et ses sbires pleurent, ce qui les intrigue. Ruru fouine alors pour obtenir des infos et finit par en trouver la cause. Apparemment, le boss fantôme s'est fait larguer et il essayait juste de soigner son cœur brisé dans la source chaude. En apprenant l'histoire, Mademoiselle Himeno surgit de nulle part, affirmant avoir la solution à leur problème. En un instant, elle déguise Haru en singe aux joues rouges, et étonnamment, le singe suspect adore ça. Comme si ça ne suffisait pas, elle transforme Haru en marié et le marie au singe avant même qu'il ne réalise ce qui se passe. Un après-midi, pendant les activités extrascolaires, une élève nommée Ayumi approche Haru et ses amis. Elle leur présente un court scénario qu'elle a écrit, les suppliant de le jouer avec elle pour un concours de théâtre. Haru et les autres tentent de décliner, mais Ayumi insiste, expliquant qu'elle est seule au club de théâtre et ne peut pas tout jouer elle-même. Finalement, ils acceptent de l'aider. Lorsqu'ils vont au vieux bâtiment du club pour répéter, Minase sent la présence d'un fantôme et reste sur ses gardes. Ruru l'aide alors à se détendre, la convainquant que si un fantôme est là, il doit être inoffensif et passionné par le théâtre. Elle décide alors de jouer le jeu jusqu'à ce qu'elle découvre de quel genre de fantôme il s'agit. Soudain, Ayumi change de comportement et commence à les diriger, forçant chacun à tenir son rôle. Elle devient si stricte qu'elle leur accorde à peine des pauses pendant les séances. Après les répétitions, alors qu'ils rentrent chez eux le soir, elle s'excuse d'avoir été trop dure avec eux. Elle explique que le club a perdu les éliminatoires 10 ans de suite et c'est pourquoi elle s'emporte dès qu'il s'agit de théâtre. Le reste du groupe la rassure alors en disant qu'ils feront la différence cette fois-ci. Le lendemain, Haru et ses amis utilisent leur influence pour amener d'autres élèves pour les décors et Ayumi les en remercie. Ils commencent alors des répétitions intenses avant le concours, en travaillant sur les forces et faiblesses de chacun. Le jour du concours, l'équipe regarde nerveusement les autres clubs présenter leurs pièces à tour de rôle. Enfin, c'est leur tour, alors tout le monde se met en place comme prévu lors des répétitions. Après quelques minutes, Haru et Reina, jouant des samouraïs errants, croisent Ayumi déguisée en démon. Alors qu'ils suivent le scénario, l'inattendu se produit. Ayumi se transforme soudainement en un véritable démon. Sous le choc, ils hésitent un instant, mais finissent par décider de poursuivre le scénario. Ensemble, ils terrassent le démon, qui finit par reprendre sa forme d'Ayumi. Face à cette performance unique, le juge et le public sont stupéfaits, mais ils décident d'attendre la fin avant de juger. Pendant ce temps, sur scène, Ayumi s'excuse auprès de l'équipe de ne pas leur avoir dit la vérité plus tôt. Elle révèle qu'elle est un fantôme né de la défaite et de la frustration du club de théâtre au fil des ans. Elle s'était fait passer pour un membre normal et avait manipulé leurs souvenirs pour ne pas être démasquée, craignant de les effrayer. Après avoir avoué sa passion pour le théâtre, Ayumi s'excuse sincèrement auprès du groupe et leur demande de la sceller. Mais à sa surprise, ils lui prennent la main et lui demandent de continuer, car ils ont travaillé trop dur pour en arriver là. Elle est alors très émue lorsqu'ils la prennent dans leurs bras. Un instant, le groupe oublie qu'il est sur scène, mais les applaudissements du public, qui croit que tout cela fait partie du jeu, les rappellent à l'ordre. Le groupe reprend alors sa place pour jouer la suite du scénario conformément à ce qu'ils avaient répété. Alors qu'une guerre va éclater entre samouraïs, Haru intervient en tant que figure respectée pour révéler le vrai plan du démon. Ils s'unissent alors tous pour combattre le démon maléfique. Ayumi se transforme à nouveau en démon, mais cette fois, les choses semblent bien différentes. Toute la scène se transforme en une ville animée avec des villageois vacants à leurs occupations. Elle kidnappe Mai, un personnage clé de l'histoire, et s'enfuit, forçant les autres à la poursuivre. L'équipe est alors obligée de s'unir et de collaborer pour les retrouver dans la ville bondée. Ils finissent par les trouver dans un bâtiment isolé, mais sont soudain attaqués par de dangereux monstres d'ombre, les forçant à lutter pour leur vie. Pendant ce temps, alors que le démon emmène Mai au bord d'une rivière, elle se libère et l'attaque par surprise. Le reste de l'équipe la rejoint peu après et lance des attaques coordonnées sur le démon, le battant sur le champ. Dès qu'ils ont vaincu le démon, la scène redevient normale et le public les acclame comme jamais auparavant. Des semaines plus tard, après avoir remporté le trophée, Ayumi réunit toute l'équipe et les entraîne pour un autre concours, leur faisant regretter de ne pas l'avoir scellé.
Un matin, alors qu'Haru se prépare, il s'emporte tellement en cherchant sa cravate qu'il finit par marcher sur Ruru qui dormait paisiblement au sol. Agacé, Ruru fait une crise devant son visage, mais il l'écarte d'un seul revers de main. Finalement, il trouve sa cravate et part à l'école pendant que Ruru boude dans son coin. Plus tard, alors que Ruru râle seul au parc, une femme étrange l'aborde et se présente comme le fantôme de la sorcière bienveillante. Apparemment, elle parcourt le monde pour exaucer les vœux des fantômes qui en ont besoin. En entendant sa proposition, Ruru se méfie immédiatement, se demandant ce que la sorcière demanderait en retour. Lorsqu'elle demande où est le piège, la sorcière lui révèle qu'il n'y a aucune conséquence car c'est sa seule raison d'être. Enthousiaste, Ruru accepte l'offre et souhaite avoir une taille humaine. La sorcière lui impose alors quelques conditions. Premièrement, si elle devient de taille humaine, elle perdra la capacité de voler. Deuxièmement, si quelqu'un découvre sa véritable identité, le vœu sera annulé et elle redeviendra normale. Après y avoir mûrement réfléchi, Ruru accepte la condition, mais elle espère de tout cœur que Minaz ne la démasquera pas avec son flair. La sorcière exauce alors le vœu, transformant Ruru en une jolie étudiante avant de disparaître. Plus tard ce jour-là, Ruru s'inscrit dans la classe de Haru en tant que nouvelle élève. Lorsqu'on lui demande de se présenter, elle sait que dire son vrai nom la trahirait, alors elle se fait appeler Natsuno. Elle est ensuite installée à une place vide juste à côté de Haru. Excitée à l'idée de suivre les cours près de Haru, Ruru tente de voler vers lui, mais finit par perdre la face en trébuchant devant toute la classe. Lorsqu'elle s'assoit, un garçon fait remarquer à Haru qu'elle ressemble un peu à Ruru, mais Haru le coupe, affirmant que Ruru ne pourrait que rêver d'être aussi canon que Natsuno. Ruru commence alors à s'énerver intérieurement. Après quelques minutes de cours, Ruru commence à somnoler. Elle essaie donc de sortir se promener, mais Haru l'arrête, expliquant que ça ne marche pas comme ça. Pendant l'heure suivante, Haru lui annonce qu'ils vont changer de salle de classe. Alors qu'il tente de la guider, Ruru oublie encore une fois qu'elle est humaine et essaie de s'envoler par la fenêtre. Elle finit par tomber sur un arbre, ce qui inquiète sincèrement tout le monde. Pendant les activités extrascolaires, la plupart de ses camarades invitent Ruru dans leur club. Elle doit donc tester ses capacités, mais il devient vite évident qu'elle n'est douée que pour échouer lamentablement dans tout ce qu'elle entreprend. Grâce à son privilège de beauté, tout le monde lui pardonne, faisant comme si elle n'avait pas failli devenir une arme nucléaire prête à détruire toute l'école. Après avoir échoué lamentablement dans toutes les activités proposées par ses camarades, Ruru décide de suivre Haru à son club. Voyant qu'elle n'a aucune aptitude particulière, Haru hésite à l'intégrer, mais finit par accepter. Lorsqu'elle arrive au club, les autres filles l'interrogent sur son ancienne école, forçant Ruru à inventer une histoire de couverture sur le champ. Elle raconte un mensonge flagrant sur ses parents qui seraient décédés juste avant sa naissance. Quand Haru souligne son erreur, elle reconstruit aussitôt son récit, faisant croire qu'elle a été abandonnée enfant et qu'elle a dû surmonter bien des épreuves. À sa grande surprise, tout le monde, y compris Minaz, gobe son histoire. Elle s'excuse pour les épreuves qu'elle a subies et l'assure qu'elle est la bienvenue parmi elles quand elle le souhaite. Elle l'invite à un festival de feux d'artifice après les cours, et Ruru accepte car elle a toujours rêvé d'y assister. En chemin vers le festival, les autres filles posent des questions sur Ruru, et Haru leur raconte l'incident du matin. Elles se moquent alors toutes de lui, le traitant de bon à rien, ce qui procure à Ruru une certaine joie intérieure. Pendant ce temps, alors que la sorcière vole aux alentours, elle trouve un fantôme de feu d'artifice triste et décide de lui accorder un vœu lui aussi. Pendant le festival, après avoir marché un moment, Ruru commence à avoir mal aux pieds. Elle réalise alors qu'être humaine est peut-être plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Haru remarque les ecchymoses sur ses pieds, il prend donc des bandages et les lui applique. Pendant qu'il la soigne, elle l'interroge sur Ruru, cherchant à savoir ce qu'il pense vraiment d'elle. Sans savoir que c'est à elle qu'il parle, Haru explique quel est son agaçant fantôme auquel il s'est vraiment attaché. Il lui raconte comment il l'a offensé par mégarde en allant à l'école et comment il compte se rattraper en lui achetant sa boisson préférée. En l'entendant parler d'elle ainsi, Ruru s'excite vraiment en réalisant qu'elle a peut-être été trop dure avec lui. Soudain, le fantôme feu d'artifice de tout à l'heure surgit de nulle part et commence à terroriser toute la zone, provoquant la panique parmi les gens. Minaz tente d'utiliser son pouvoir pour le détruire, mais les autres l'arrêtent, affirmant que cela ne ferait que le faire exploser, blessant des centaines de personnes au passage. Reina essaie de le manger, mais Mai l'en empêche, lui disant que cela finirait par lui causer un terrible mal de ventre car il finirait par exploser dans son estomac. Elle tente d'attaquer le fantôme elle-même, mais il esquive facilement son attaque grâce à son avantage aérien. Kuromi essaie aussi de l'abattre, mais les ours en peluche ne sont apparemment pas réputés pour voler. Haru arrive alors et décide d'essayer de le sceller, mais le fantôme le saisit et l'emporte dans le ciel tout en étant sur le point d'exploser.
Ruru affronte ensuite la sorcière, qui révèle que le seul moyen d'arrêter le fantôme ravageur est de retirer le collier qu'elle lui a donné. À court d'options, Ruru révèle sa véritable identité aux filles, puis elle reprend sa forme normale, les prenant par surprise. Elle rattrape le fantôme et tente de lui retirer le collier, mais elle n'y parvient pas. Désespérée, elle convainc le fantôme de laisser partir Haru en la prenant à sa place. Malgré les protestations de Haru, le fantôme accepte. Il emmène ensuite Ruru dans le ciel au moment où il explose. Alors que Haru pleure toutes les larmes de son corps, pensant avoir perdu sa seule vraie compagne, Ruru apparaît nonchalamment à ses côtés et commence à le taquiner à ce sujet. Ils règlent ensuite tous deux leurs différends tout en profitant du reste du festival. Il y a quelques jours, l'équipe a savouré un repas au restaurant et, comme d'habitude, Reina a mangé comme si c'était son dernier repas. Lorsqu'elle a tenté de s'excuser, l'équipe lui a rappelé qu'elle avait mérité cette récompense et qu'il était normal de faire des folies de temps en temps. C'est alors qu'ils ont entendu les gamins du restaurant faire du boucan. Alors, comme des anciens, ils se sont remémorés le bon vieux temps. Alors que certains ne se souvenaient manifestement pas de leur jeunesse, Mai n'était pas sûr de la sienne. Plus tard cette nuit-là, alors que Haru terminait de souder l'appareil portable sur lequel il travaillait, il a cherché le disque d'installation et est tombé sur sa rédaction de cours préparatoire. Il l'a donc lu et cela a réveillé des souvenirs. Sur ce, il va se coucher. Mais le lendemain, à son réveil, il est redevenu un petit garçon tout mignon. Au début, il essaie plein de vêtements avant d'en trouver un à sa taille. Il se rend ensuite à l'école et va dans sa classe avec des élèves de sa taille, mais personne ne le reconnaît. Il est tout confus et tombe sur Kurumi dehors, alors elle l'emmène voir un professeur pour l'aider. Le professeur vérifie alors le registre de la classe et ne voit aucun garçon nommé Haru dans la classe qu'il a indiquée. Pendant ce temps, Kurumi l'observe attentivement et dès qu'elle voit qu'il tient le sac de Haru, elle comprend ce qui s'est passé, alors elle l'emmène voir les autres, qui confirment que Haru a rétréci. Là, il l'assaille de tas de questions que son cerveau a du mal à traiter une par une. Une fois qu'ils apprennent qu'il ne se souvient d'aucun d'eux, Mai intervient en le calmant. Elle le trouve étrangement mignon, mais s'énerve ensuite contre lui en réalisant que ses manières sont toujours les mêmes et qu'il est un geek depuis qu'il est petit. Les autres promettent d'enquêter sur l'affaire, alors Himeno dit à Haru d'aller dans sa classe actuelle pour le moment. Quand il arrive et se présente, expliquant sa situation à tout le monde, toutes les filles craquent pour son charme, et elles l'entourent comme si c'était un jouet mignon. Plus tard dans la journée, après l'école, ils vont chez lui pour chercher des indices sur sa régression, mais ils ne voient aucun fantôme. Sachant qu'ils ne peuvent pas laisser Haru seul, ou pire avec Ruru, Mai propose de l'héberger, et il accepte à contre-cœur. En rentrant, elle va dans un magasin lui acheter des vêtements, et il finit par choisir plein de livres et de bonbons. Sur le chemin, elle a du mal avec le chargement encombrant, et Haru fait des remarques désobligeantes. Comme si ça ne suffisait pas, en voyant le désordre dans sa chambre, il la critique ouvertement. En fin de journée, elle range tout et regrette de ne pas être celle qui a emménagé chez lui. Les jours passent, Mai poursuit ses activités quotidiennes, et le stress finit par la gagner. Ses amis compatissent, la voyant épuisée sur tous les fronts juste pour s'occuper de Haru. Mai demande même de l'aide à Himeno, mais la prof, trop fauchée pour une pension, trouve une excuse. Voyant l'inquiétude des filles pour Mai, Haru réalise qu'il est un fardeau et s'en veut. Quelques heures après les cours, en rentrant, il voit un garçon jouer avec ses parents au parc. Plus tard dans la soirée, après le dîner, alors qu'ils se préparent à dormir, Haru propose de travailler. Elle décline aussitôt, lui rappelant que personne n'embaucherait un garçon de son âge. Elle le chouchoute comme une grande sœur et il finit par s'y habituer malgré sa gêne. Au lit, le tonnerre l'effraie, alors Mai le réconforte et lui propose son soutien car il garde tout pour lui. Haru révèle alors qu'il a toujours été seul, son père voyageant sans cesse et sa mère étant partie tôt. Mai se reconnaît en lui et raconte qu'elle n'avait que sa mère et que la vieille dame lui ressemblait. Pour lui remonter le moral, Mai propose de l'emmener jouer au parc le lendemain. Elle chatouille Haru et il finit par accepter. Le lendemain, après le travail, elle joue avec lui au parc, mais son corps finit par lâcher. Après s'être bien amusé, Haru lui dit qu'il veut rester vivre chez elle. Soudain, un fantôme de sable surgit en plein milieu du parc. Alors que Mai tente de le chasser, elle s'écroule, terrassée par l'épuisement. Inquiet, Haru court vers elle, ignorant son conseil de s'enfuir. Mais le marchand de sable l'envoie valser. Frustré par son impuissance, voyant le monstre attaquer Mai, Haru souhaite de tout cœur ne plus être un gamin. À cet instant, il retrouve sa forme adulte et la transformation déchire ses habits comme Hulk Hogan. Haru invoque alors Cthulhu qui balaie le marchand de sable comme un vieux mouchoir. Il se précipite vers Mai qui hallucine en le voyant plus musclé que Jason Statham à son apogée. Plus tard chez lui, elle réalise qu'il a oublié tout ce qu'il a fait avec elle et elle s'en veut car ils ignorent pourquoi il a régressé.
Haru sort alors sa lettre d'enfance, puis la laisse pour aller s'occuper des autres. Mais ramasse la feuille et découvre qu'il s'agit d'une rédaction inventée où il raconte avoir joué au parc avec ses parents alors qu'il n'avait fait qu'observer cette scène. Elle a beaucoup de peine pour lui, puis rejoint les autres qui taquinent Haru sur son envie de redevenir petit. Le temps passe et à l'école, l'équipe de Mei combat des fantômes sur le terrain, les battant et les scellant facilement grâce à leur cohésion. Tout le monde les applaudit, en acclamant surtout Minase. Plus tard à la cafétéria, en consultant leurs résultats records en chasse aux fantômes, Mei leur rappelle que les vacances approchent à grands pas. Ils éclatent de joie en pensant au camp qui les attend à la plage. Même Reina leur dit que ses parents l'ont autorisée à les rejoindre, et ils sont contents qu'ils s'occupent bien d'elle. Minase, qui examinait l'appareil que Haru lui avait donné plus tôt, leur dit que c'est un outil pour accéder au serveur d'Alayashiki. Avant qu'elle ne poursuive, ses cadets l'appellent pour une photo, et elle a du mal à garder son sérieux pendant la pause. Après leur départ, Minase se plaint du manque de repos à cause des élèves et des nombreuses lettres qu'elle reçoit d'eux. Haru, lui, note que certains souffrent de leur succès et il aimerait bien être à la place de Minase. Après les cours, 3 élèves d'une autre école rentrent chez eux en parlant d'un fantôme qui attaque les gens dans le quartier. C'est alors qu'ils voient une femme louche s'approcher et en déduisent que c'est le fantôme dont ils parlaient. Ils l'attaquent donc avec leur pouvoir, mais elle les bat à plate couture et les laisse inconscients. Le lendemain, Himeno informe les élèves de l'incident, précisant que le fantôme qui a attaqué les garçons s'appelle Enigma. Elle leur dit qu'ils ignorent l'origine d'Enigma, mais que toutes ces victimes se font voler leurs capacités spéciales. Himeno les avertit d'être prudents, de rester en groupe et de s'enfuir s'ils croisent Enigma. Plus tard, Haru et son équipe s'inquiètent car Alayashiki et l'agence Phantom ne maîtrisent pas la situation face à Enigma. Soudain, un cri retentit, alors Mai et Minase se précipitent vers le parc. Avant de les rejoindre, Haru dit à Kurumi de rester là avec Reina. Arrivé sur place, il voit Enigma combattre la dernière des Beach Angels. Alors que la fille tente de les prévenir, Enigma se téléporte et l'embrasse, aspirant son pouvoir par la bouche. Mais se lance au combat et dès qu'Enigma tente d'attaquer, Minase riposte avec une attaque. Haru invoque Cthulhu, qui projette de l'eau sur Enigma, puis il utilise son livre pour la sceller. Sans leur laisser le temps de fêter ça, son image s'efface du livre. Ruru voit ça comme un succès, mais Haru se sent mal à l'aise. Les Beach Angels sont emmenés à l'hôpital d'Alayashiki pour examen, mais leurs pouvoirs ne reviennent pas. Haru et les autres restent prudents, mais après plusieurs jours sans nouvelles d'Enigma, ils profitent de leurs vacances. Pendant ce temps, Haru reçoit un appel surprise de sa mère qui veut le voir, alors il va au parc. Elle tente de s'approcher, mais il reste froid et distant, lui demandant pourquoi elle revient soudainement dans sa vie. La femme lui dit qu'elle a toujours pensé à lui et veut passer du temps ensemble, mais il n'y croit pas. Comprenant qu'elle n'est pas la bienvenue, elle s'en va, mais l'image de son départ le hante soudain. Il change alors d'avis et l'interpelle avant de la rejoindre. Là, il lui pardonne de l'avoir abandonnée et elle pleure. Ils se réconcilient et elle vient vivre avec lui comme autrefois. Les jours passent et ils finissent par se rapprocher. Ruru, trouvant la situation assez étrange, suggère même que la mère de Haru pourrait être un fantôme, mais il refuse de l'écouter. Après une semaine, son équipe s'impatiente de son absence, jusqu'à ce que Ruru leur révèle enfin qu'il passait tout son temps avec elle. À ce moment, les filles voient Haru et sa mère sortir d'un centre commercial. Alors que les autres trouvent sa mère très jolie, Minase ressent une aura étrange et en parle aux filles. Comme l'aura diffère de celle d'un fantôme, Mai suggère de contacter Himeno avant d'aller voir Haru. Quelques heures plus tard, ils passent chez Haru et sa mère les accueille chaleureusement. Pendant le dîner, elle sympathise avec tous et demande à Haru pour laquelle il a un faible. Le garçon se fiche d'horreur et alors qu'il tente de s'expliquer, les filles rougissent en repensant à lui. Mais voit alors une carte d'identité dans la poche de la mère de Haru et sort appeler Himeno. Himeno révèle que la mère de Haru a disparu depuis des semaines et que c'est sûrement un fantôme, mais fait le lien et comprend qu'Enigma a dû s'en prendre à la mère de Haru avant de venir pour lui. Quand Mei se retourne, elle voit Enigma juste derrière elle, qui la frappe et tente de l'éliminer. Haru et les autres arrivent et découvrent la vérité, alors les filles passent à l'attaque. Mais Enigma s'empare de Haru et lui donne un baiser, lui dérobant ainsi tous ses pouvoirs. Après cela, elle laisse la mère de Haru et dit aux filles qu'elle fera bon usage de ses pouvoirs. Sur ce, elle s'envole avant de disparaître. Tandis que les autres secourent la famille et tentent de les hospitaliser, Mai voit Ruru évanouie et se demande si Enigma l'a touchée. Quelques jours plus tard, à l'hôpital Alayashiki, ils apprennent que la mère de Haru ne se réveille pas car Enigma a pris le contrôle de son esprit. Alors qu'ils espèrent sa guérison après le scellement d'Enigma, l'infirmière propose de les tenir informés de son état de santé.
En sortant, ils apprennent qu'Enigma a attaqué des gens récemment et ils sont tristes pour Haru qui venait de retrouver sa mère. Ils le voient faire bonne figure malgré la perte de ses pouvoirs et espèrent pouvoir faire quelque chose pour lui remonter le moral. Alors que Haru sort, un homme le bouscule et se présente comme étant son beau-père. Il discute brièvement dehors avec Haru et lui révèle que sa mère fixait souvent un livre précis, puis il le lui remet. Et quand Haru l'ouvre, il y découvre une photo de sa mère. Avant de partir, le vieil homme dit à Haru que sa mère a toujours voulu le voir, mais qu'elle était rongée par la culpabilité. Haru rejoint ensuite ses amis et quand il les rassure, Mai l'attrape et le taquine avant de dire qu'il devrait rentrer voir Ruru. En rentrant, ils sont choqués de voir Ruru si timide et ils remarquent qu'elle se comporte exactement comme Haru. Les filles se demandent donc si elle a été affectée quand Enigma a volé les capacités de Haru. Pendant que Ruru peine à préparer du thé d'orge, Minas tente de localiser Enigma mais elle n'y parvient pas. Après avoir sollicité son entreprise, elle retourne chez Haru et lui ordonne de réparer l'appareil de communication. Minas lui explique qu'elle compte l'utiliser pour pirater Alayashiki et suivre les mouvements d'Enigma. Haru lui avoue qu'il a essayé sans succès, mais Kurumi suggère qu'Albrecht tente le coup, car l'ours a déjà réparé l'ordinateur de son père. Haru proteste, mais quand ils le montrent à Albrecht, l'ourson se concentre et répare l'appareil, pirate le serveur, et anéantit l'ego de geek de Haru. En parcourant les dossiers, il découvre qu'Enigma est un fantôme artificiellement amélioré par Alayashiki suite à leurs recherches sur les facultés des élèves. L'entreprise greffe des gènes humains sur des fantômes capturés afin de les exploiter comme main-d'œuvre, soldats de combat ou cobayes pour des tests pharmaceutiques. Pendant ces expériences, Enigma est devenue incroyablement puissante et a fini par se rebeller. Actuellement, Enigma se rend à l'hôpital de recherche d'Alayashiki pour des infos. Ils y courent et voient les gardes tenter de la repousser. Haru propose alors d'y aller seule, mais les filles refusent catégoriquement. Et alors qu'elle le réprimande, Himeno passe en voiture et les récupère. En route, Himeno révèle qu'Enigma, ayant le pouvoir de Haru, veut des infos sur d'autres fantômes pour les invoquer et dominer l'humanité. Arrivées à l'hôpital, les filles disent à Haru de ne pas risquer sa vie face à Enigma, mais de leur faire confiance. Enigma commence par pérorer comme un méchant classique sur le fait qu'elle a surpassé les humains et les fantômes, bien que créés par eux. Les filles tentent de l'arrêter en la défiant, mais elles neutralisent facilement leurs pouvoirs et les projettent comme des poupées de chiffon. Quand Enigma déclare vouloir voler leur pouvoir, Haru l'attaque, mais elle l'esquive et prend l'apparence de sa mère pour le terrasser. Elle commence par créer un fouet et tente de le terrasser. Mais quand il voit Ruru voler pour encaisser, Haru saute pour la protéger et se fait fouetter. Voyant qu'ils n'ont plus d'option, Himeno dit à Haru que Ruru est un fantôme né de sa personnalité libre refoulée. En apprenant cela, Enigma s'approche pour enlever Ruru, mais Mai l'arrête en lui lançant un coup de poing. Himeno dit alors à Haru de transférer la capacité stockée dans Ruru en l'embrassant. Lui et Ruru sont troublés, mais les filles leur crient de le faire. Voyant que le temps presse, les deux s'embrassent, mais Enigma lance son fouet électrique sur eux. À sa surprise, Haru s'en sort indemne tout en brillant d'une aura. Il écrit aussitôt des sorts d'invocation, et elle fait de même pour invoquer des fantômes. Alors qu'elle se vante d'avoir les mêmes capacités, Haru la corrige en disant que les humains peuvent évoluer. Sur ce, il invoque Cthulhu et Marchosias. Cette fois, les versions enflammées des fantômes apparaissent. Ces fantômes anéantissent ceux d'Enigma d'un coup. Haru ordonne alors aux filles de combattre Enigma. Enigma fait de son mieux pour résister, mais elle la domine, et Haru la transforme en cristaux. En se cristallisant, elle dit à Haru qu'elle a aimé le temps passé avec lui, et il lui dit la même chose. Après ça, Mai détruit les cristaux et dit qu'ils doivent montrer aux fantômes que les humains sont bons. Tous sont d'accord, et Ruru revient embrasser Haru, montrant qu'elle est redevenue normale. Plus tard, apprenant que sa mère s'est réveillée, Haru va la voir, et elle pleure en voyant qu'il a grandi. Il lui tend l'album photo et elle lui dit que c'est le premier livre qu'il a aimé. Ça rappelle des souvenirs, et Haru pleure en avouant qu'elle lui a manqué. Ses amis écoutent à la porte et Mai est heureuse que Haru ait enfin retrouvé sa mère. Le temps passe et ceux dont les capacités ont été volées redeviennent normaux. Haru devient assez populaire mais ses amis n'aiment pas ça. Pourtant, ils trouvent du temps pour se voir et partent en mission comme d'habitude. Si vous avez suivi ce récapitulatif jusqu'au bout, écrivez Sweet Plot en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récapitulatifs d'animés comme celui-ci.